Alors, dans cette vidéo, donc, j'aimerais qu'on parle un tout petit peu donc, de la définition donc, de SonarCube, mais aussi de Nexus. Pourquoi SonarCube? Par exemple, la nécessité donc de configurer SonarCube avec notre script qui s'appelle sonar-setup.sh, comme vous le voyez donc dans l'écran, incluant donc les trois services que j'ai déjà donc mentionnés, c'est-à-dire SonarCube, PostgreSQL, Nginx, s'explique donc par les exigences donc fonctionnelles et architecturales de SonarCube, mais aussi le choix de tout regrouper sur une seule machine dans ce cas d'utilisation en fait. Voici donc une explication détaillée, tout en conservant, par exemple, si je prends le service SonarCube, pourquoi? SonarCube donc est une plateforme d'analyse statique de code qui évalue la qualité, détecte les vulnérabilités, les bugs, mais aussi les écarts par rapport aux bonnes pratiques donc, de développement ou de fonctionnement. Donc SonarCube, pour fonctionner, nécessite un environnement donc, d'exécution Java JDK et une configuration donc, spécifique pour traiter donc, les données d'analyse. Le rôle donc, de ce script, ce script en fait installe SonarCube, télécharge son binaire, l'extrait, crée un utilisateur donc dédié que j'ai appelé Sonar. Il configure donc un fichier systemd pour gérer donc le service SonarCube et démarre le service. Cela garantit que donc SonarCube est opérationnel donc pour analyser le code de notre pipeline CI. Pour ce qui est donc de la base de données PostgreSQL, SonarCube donc a besoin donc d'une base de données relationnelle pour stocker donc les résultats de ses analyses, les métriques mais aussi les configurations. Bien que SonarCube prenne en charge donc plusieurs bases de données comme MySQL, Postgre. Ici, Postgre donc est utilisé parce qu'il est souvent recommandé donc pour sa robustesse et sa compatibilité avec SonarCube, surtout dans des environnements professionnels. Le rôle dans ce script. Le script, donc, il configure PostgreSQL. Il crée une base de données donc, spécifique pour SonarCube, définit un utilisateur Sonar avec un mot de passe admin123 et accorde donc les privilèges nécessaires. Ces informations donc, sont ensuite intégrées donc, dans le fichier sonar.properties pour connecter, SonarCube à notre base de données ou à la base de données PostgreSQL. Pourquoi donc utiliser Nginx comme front-end? SonarCube donc par défaut expose donc son interface web sur le port 9000. Cependant, il est courant d'utiliser donc un serveur web comme Nginx en front-end pour gérer donc tout ce qui est requête HTTP sur le port 80. Mais aussi les router vers SonarCube sur le port 9000. Cela améliore donc la sécurité, permet une gestion simplifiée des ports et il offre, des fonctionnalités supplémentaires comme le load balancing ou la gestion donc des certificats SLL si nécessaire bien sûr. Quel est le rôle donc de Nginx dans ce script? Le script donc va installer Nginx. Il configure donc un reverse proxy pour rediriger donc les requêtes du port 80 vers le port 9000. Et ensuite, il redémarre donc le service Nginx pour appliquer donc les changements. C'est voilà, vous le voyez à l'écran, c'est ce que je viens de vous expliquer. Pourquoi la configuration donc sur une seule machine? Contrairement donc au projet vifProfile que j'avais fait dans le passé, où Nginx et Tomcat et MySQL étaient installés donc sur des machines séparément, pour une architecture, qui était distribuée. Ici, les trois services, c'est-à-dire SonarCube, PostgreSQL, Nginx, sont configurés sur une seule instance EC2 pour simplifier l'installation et réduire donc les coûts. L'argent, c'est très important, notamment dans un environnement donc de démonstration ou d'apprentissage comme nous. Cela permet donc de regrouper donc les dépendances sur une seule machine, mais nécessite donc des ajustements donc au système. Au niveau du système, comme dans systemctl.conf et les limites.conf
pour gérer donc les consommations qui sont élevées donc de ressources par SonarCube. Les commandes spécifiques dans ce script. Pourquoi donc on a dû rajouter donc de nouvelles commandes? Certaines commandes donc dans le fichier sonarsetup.sh donc peuvent sembler inhabituelles car elles concernent donc des ajustements spécifiques au système Linux pour SonarCube. Par exemple, dans la ligne modifier donc système.conf et limite.conf donc permet d'augmenter, c'est le update systemctl.conf et limite.conf permettent d'augmenter donc la limite donc de fichiers ouverts, maximum file size et number of open file pour répondre donc aux besoins élevés de SonarCube en termes de ressources. Ces ajustements donc nécessitent un redémarrage, d'où le reboot complètement vers la fin pour être appliqué, ce qui est inclus dans ce qui est inclus dans le script. En résumé, le script donc sonarsetup.sh donc configure ces trois services pour répondre donc aux besoins spécifiques de SonarCube, qui est une plateforme, une base de données qui inclut une plateforme donc et une base de données pour stocker donc les données, et enfin en dernier un front-end pour gérer donc l'accès web. Regrouper ces services donc sur une même machine donc simplifie donc notre démonstration, mais nécessite donc des ajustements au système pour garantir donc des performances optimales. Les commandes spécifiques donc dans ce script là permettent d'automatiser et d'optimiser donc les configurations pour un environnement Linux ou Ubuntu. Ensuite, nous passons donc à Nexus. Pourquoi Nexus a besoin donc de la configuration donc qui est décrite dans le fichier que vous avez à l'écran, c'est-à-dire le Nexus setup.sh. Ce script-là est utilisé donc pour configurer un serveur Nexus sur une instance EC2, fonctionnant donc sous Amazon Linux 2023. Nexus donc est un gestionnaire donc de référentiel, c'est-à-dire un repository manager qui sert à stocker, gérer, mais aussi à distribuer donc les artefacts qui sont générés par notre pipeline d'intégration continue. Comme ce produit donc par Maven dans le projet vProfile qu'on avait fait donc dans le passé. Pourquoi le service Nexus? Nexus donc est une plateforme essentielle dans un pipeline CI/CD pour stocker et versionner donc les artefacts. Il agit donc comme un dépôt centralisé donc permettant aux équipes donc de partager et de récupérer donc les artefacts donc de manière fiable, tout en gérant donc les versions et les dépendances donc dans le cadre du pipeline. Nexus donc recevra donc les artefacts qui sont construits par Jenkins après les étapes de build et de test, mais aussi d'analyse. Installation donc de JDK. Nexus donc est une application Java. Et comme toute application Java, elle nécessite donc un environnement d'exécution Java, d'où le JRE. Ou de préférence un kit de développement Java JDK que j'ai téléchargé. Donc dans ce cas-là, j'ai téléchargé donc JDK 17 qui est spécifié car il est compatible donc avec la version de Nexus que j'ai utilisée et il garantit donc les performances optimales. Le téléchargement de la clé et la configuration donc du fichier dépôt. Pour installer donc Nexus de manière fiable, il est nécessaire donc d'ajouter un fichier officiel ou tiers contenant donc le binaire Nexus. Cela implique donc souvent de télécharger une clé pour authentifier donc le dépôt et d'ajouter donc un fichier de configuration pour permettre au gestionnaire donc de paquets, d'où l'utilisation de YUM ou de DNF, de localiser et de télécharger donc le binaire Nexus. La création du dossier extraction du binaire. Une fois que le binaire est téléchargé, donc il doit être extrait dans un dossier spécifique pour organiser donc les fichiers de l'application Nexus. Un dossier donc dédié est créé pour maintenir donc une structure propre et faciliter donc la gestion du service. La création donc de l'utilisateur Nexus. Pour des raisons de sécurité et de bonne pratique, il est recommandé donc d'exécuter le service Nexus avec un utilisateur non privilégié, d'où le nom reboot user ou le non root user. Le non-root user, ça c'est mieux. Cela réduit donc les risques en cas de compromission donc du service
comment dirais-je, car l'utilisateur Nexus donc aura des permissions qui seront limitées. La configuration donc du système dit pour que Nexus s'exécute comme un service persistant capable donc de démarrer automatiquement au démarrage donc de la machine et de redémarrer en cas d'échec, un service système D est nécessaire. Cela permet donc une gestion simplifiée donc du service via des commandes comme systemctl start Nexus ou systemctl enable Nexus. Le port par défaut donc de Nexus est le 8081. Voilà pour son interface web et ses API donc permettant aux utilisateurs et à Jenkins donc d'interagir avec le référentiel. Par exemple, pour uploader donc ou récupérer donc des artefacts. Ce port doit être ouvert donc dans notre groupe de sécurité donc de notre instance EC2 de Nexus pour permettre donc cet accès. Et la configuration donc sur une seule machine Amazon Linux 2023. Dans ce contexte, Nexus est configuré donc sur une seule instance EC2 sous Amazon Linux 23 pour simplifier donc l'architecture, réduire les coûts et faciliter donc la démonstration dans un environnement d'apprentissage comme nous. Contrairement donc à une architecture qui est distribuée, comme dans le projet vProfile avec des machines séparées, où j'avais installé donc 5 machines pour Nginx, Tomcat, MySQL, etc. Ici, tout est regroupé donc sur une seule instance pour Nexus, ce qui est suffisant donc pour les besoins donc du pipeline CI/CD de notre démonstration. Et enfin, la similitude avec Tomcat. Pourquoi cette configuration? Alors, ici, on peut comparer la configuration de Nexus à celle donc de Tomcat, car les deux suivent un processus similaire: installation de JDK, téléchargement, extraction donc du binaire, la création d'un utilisateur qui est dédié, la configuration d'un fichier systemd. Cette analogie en fait aide à comprendre que la configuration de Nexus suit un modèle standard pour les applications Java déployées donc sur Linux. En résumé, ce script Nexus setup.sh configure donc Nexus sur une instance EC2 sous Amazon Linux 2023 pour répondre donc aux besoins de notre pipeline CI/CD. Il va stocker, gérer donc les artefacts qui sont générés par Jenkins. Les étapes incluent donc l'installation donc de JDK 17, la configuration donc du dépôt, comment dirais-je, et gère le téléchargement, mais aussi l'extraction du binaire, la création donc d'un utilisateur dédié, la mise en place donc du service systemd. Cette configuration donc sur une seule machine simplifie donc notre démonstration, tout en garantissant que Nexus est prêt à recevoir les artefacts sur son port 8081 en intégration avec Jenkins. Voilà, si vous avez d'autres questions sur ces sujets, vous pouvez donc approfondir donc dans la documentation. Et puis, n'hésitez pas à utiliser les IA, Google, etc. Donc, c'est ce que j'ai dû utiliser pour rassembler donc pas mal d'informations pour cette démo. À tout à l'heure pour la configuration donc des services Nexus et SonarCube que nous venons de définir.